Je n'ai jamais rêvé de mariage de conte de fées ni écrit mon nom avec des noms de famille imaginaires dans mes cahiers de lycée. Pendant que d'autres filles s'entraînaient à signer leur nom avec des cœurs sur les lits, je résolvais des équations du second degré et je gérais le budget de mon travail à temps partiel. À 33 ans, j'étais analyste senior dans l'une des plus grandes sociétés financières de Paris. J'avais mon propre appartement, un plan d'épargne entreprise que je comprenais vraiment, et le silence. Un silence béni et structuré. Ma sœur cadette, Hélène, détestait ça. Tu n'as même pas une brosse à dents qui ne soit pas électrique, m'a-t-elle dit un jour. Tu as tellement externalisé le chaos de ta vie que c'est devenu ennuyeux. Peut-être qu'elle avait raison. Pourtant, je ne m'attendais pas à ce qu'elle me prenne au dépourvu avec un rendez-vous arrangé. Il s'appelle Guillaume, a-t-elle dit un jour au déjeuner. Il travaillait avec moi. Il est adorable. Il sait cuisiner. Et écoute ça, il ne pense pas que l'ambition soit intimidante. J'ai failli m'étouffer avec mon eau minérale. Mais Guillaume n'était pas un rendez-vous arrangé qui avait mal tourné. Il était calme, sans prétention et profondément attentif d'une manière qui ne semblait pas artificielle. Il avait récemment quitté son emploi dans le marketing pour consacrer plus de temps à ce qu'il aimait, cuisiner, aider à la maison, faire du bénévolat à la banque alimentaire locale. C'était l'exact opposé de mon monde, et c'était exactement ce dont je ne savais pas que j'avais besoin. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard. Notre mariage n'était pas traditionnel, mais il fonctionnait. Guillaume s'occupait de notre foyer. Il aimait vraiment ça. Et moi, je travaillais. J'apportais le salaire, il apportait la chaleur. Nous nous épanouissions dans nos rôles, même si le monde extérieur ne le comprenait pas, surtout pas sa mère. Amélie ne m'a jamais aimé. Elle ne le cachait pas non plus. Son aversion n'était pas du genre silencieux et passif. Elle était directe et publique. Tu travailles trop. Quel genre de femme ne cuisine pas pour son mari? Ce chemisier est trop formel. Tu n'as rien de plus doux? Mon Guillaume adorait mon hachis parmentier. A-t-il seulement mangé du hachis parmentier depuis qu'il t'a épousé? Guillaume essayait toujours de tempérer les choses. Elle a juste besoin de temps, disait-il. Elle a peur d'être seule. Mais le temps n'a fait qu'aiguiser ses critiques. Elle me voyait comme la voleuse qui lui avait dérobé son petit garçon obéissant. Peu importait que nous soyons heureux. La seule chose qui comptait, c'est que je ne correspondais pas à son moule. Puis est arrivée l'invitation au mariage. Le frère cadet de Guillaume, Jérôme, allait se marier. Un événement d'un week-end dans un chalet dans les Alpes. Charme rustique, bougies et bocaux maçonnes, toute la fantaisie de Pinterest. Guillaume et moi avons répondu présent. J'ai même acheté une nouvelle robe. Hélène était stupéfaite. Tu prends un week-end de congé, s'est-elle exclamée. À marquer d'une pierre blanche. Mais 3 jours avant le mariage, je me suis réveillé à 4 heures du matin, plié en deux par la douleur. Guillaume m'a trouvé sur le sol de la salle de bain, me tenant le ventre et trempé de sueur froide. Aux urgences, maintenant, a-t-il dit. Les urgences étaient un tourbillon de machines qui bipaient et de rideaux bleu pâle. Un scanner a confirmé le diagnostic, un ulcère gastrique hémorragique, probablement lié au stress, aggravé par la caféine et les repas sautés. J'ai été admis immédiatement. 5 jours minimum, a dit le médecin. Repos strict, pas de station debout, pas de voyage. Je préviendrai tout le monde, a dit Guillaume en me serrant la main. Ils comprendront. Concentre-toi sur ta guérison. J'ai hoché la tête. Surtout ta mère. S'il te plaît, ne la laisse pas penser que je me défile. Je m'occupe d'elle, a-t-il dit. Le 2e jour, j'étais sous perfusion, mais la douleur était supportable. L'ennui, cependant, ne l'était pas. J'ai demandé à Guillaume de m'apporter mon ordinateur portable. J'ai promis de ne pas en faire trop, juste des emails, peut-être 1 ou 2 tableurs. Quelque chose pour empêcher mon cerveau de devenir de la bouillie. J'étais à mi-chemin de la révision d'un rapport lorsque la porte de ma chambre d'hôpital s'est ouverte violemment. J'ai levé les yeux, surprise. C'était Amélie. Elle est entrée comme si elle était chez elle, vêtue d'un manteau ajusté et tenant son sac à main comme un marteau de juge. Ses yeux ont balayé la pièce avant de se poser sur moi et de se plisser. « Tu as l'air en forme », a-t-elle dit sèchement. « Tu es assise, en train de taper. »« Quelle est l'urgence ?»« Amélie, » ai-je dit, en veillant à garder un ton neutre. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»
Je suis venu te rappeler que le mariage commence à 14 heures. Nous t'attendons là-bas pour midi demain. J'ai cligné des yeux. Je n'ai pas le droit de sortir. Guillaume t'a dit que j'étais hospitalisé, n'est-ce pas? Il a raconté des bêtises à propos d'un ulcère. Tu es clairement fonctionnel, alors arrête de faire semblant. Je ne fais pas semblant. Je suis sous perfusion intraveineuse. Je ne peux même pas marcher sans aide. Elle a croisé les bras. Tu es sur un ordinateur portable. Si tu peux taper, tu peux t'asseoir dans une voiture. J'ai fermé l'écran. C'est un hôpital, Amélie. S'il te plaît, baisse la voix. Oh, ne me sors pas ton discours sur l'environnement respectueux, a-t-elle lancé. Tu mets cette famille dans l'embarras. Manquer le mariage de ton beau-frère. Qui fait ça? J'ai expiré lentement. Quelqu'un qui a reçu l'ordre du médecin de ne pas quitter son lit. Non, a-t-elle dit, la voix montant. Quelqu'un qui s'en fiche. Quelqu'un qui utilise le travail et la santé comme excuse. Ces mots ont fendu l'air antiseptique. La femme dans le lit à accent grave coté a bougé derrière le rideau. Amélie s'est penchée plus près. Si tu ne viens pas demain, Maëlle, a-t-elle dit avec un sifflement, ne prends même pas la peine de revenir dans cette famille. En fait, divorce de Guillaume. Si tu ne peux pas respecter la famille, tu ne le mérites pas, ma poitrine s'est serrée, pas de douleur cette fois, mais de rage. Tu es sérieuse, là? Absolument. J'ai appuyé sur le bouton d'appel de l'infirmière, sans jamais la quitter des yeux. Qu'est-ce que tu fais? A-t-elle demandé. Je te fais expulser, ai-je dit calmement. Tu déranges les autres patients. Quelques secondes plus tard, une infirmière est apparue. Madame, a dit fermement l'infirmière. Vous allez devoir partir immédiatement, ou j'appelle la sécurité. Amélie a ricané. Incroyable. Mais elle a reculé. Avec un dernier regard furieux, elle a tourné les talons et est sortie en trombe. La porte s'est refermée derrière elle comme un coup de marteau de juge. Je me suis laissé retomber sur l'oreiller, le cœur battant la chamade. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas attrapé mon téléphone. J'aurais pu envoyer un texto à Guillaume, tout lui raconter. Laisser le mariage imploser sous le chaos de sa mère. Mais je ne l'ai pas fait. Pas parce que j'avais peur de ce qu'il dirait, mais parce que je croyais toujours qu'il méritait la paix. Un week-end avec sa famille. Une journée sans drame, même si cela signifiait que je devais prendre sur moi dans un lit d'hôpital pendant que ma belle-mère menait une guerre contre mon mariage. J'ai rouvert mon ordinateur portable, l'écran s'illuminant dans la pénombre de la pièce. Mais je n'arrivais pas à me concentrer. Les mots d'Amélie résonnaient plus fort que n'importe quelle alarme ou moniteur cardiaque, et je savais que ce n'était pas fini. Loin de là. Rentrer de l'hôpital aurait dû être un soulagement. Au lieu de ça, à la seconde où je suis entré, ma poitrine s'est serrée. L'air à l'intérieur de notre maison n'était pas chaleureux. Il était froid, rigide, plein d'attente, comme si quelque chose s'était déjà produit et que j'étais en retard. Et puis je l'ai vue, Amélie, assise à la table de la cuisine comme une invitée qui serait restée bien trop longtemps. Sa posture était parfaite, les mains soigneusement jointes devant elle, une tasse de café intacte fumant silencieusement à côté d'elle. Son sac à main de créateur reposait à ses pieds comme une menace enroulée. Je me suis arrêté sur le seuil. Mes jambes étaient encore faibles, mon estomac endolori. Guillaume s'est précipité et a gentiment pris mon sac. « Tu es à la maison ?» a-t-il dit avec un sourire chaleureux, mais ses yeux se sont tournés nerveusement vers sa mère. Il m'a aidé à enlever mon manteau et m'a guidé jusqu'au canapé, bordant une couverture sur mes genoux comme pour me protéger du froid qu'Amélie avait apporté dans la pièce. « J'ai fait de la soupe » a-t-il dit. « Gingembre et citron. Elle est encore chaude. » Avant que je puisse répondre, Amélie s'est raclé la gorge sèchement. Le son m'a fait sursauter. « Nous devons parler » a-t-elle dit. Je savais déjà que la conversation ne porterait pas sur la soupe. Elle a fouillé dans son sac à main et en a sorti slowly, délibérément, une épaisse enveloppe en papier craft. Elle l'a fait glisser sur la table basse vers moi, le bord s'arrêtant à quelques centimètres de mes mains. Guillaume a froncé les sourcils. « Maman, qu'est-ce que c'est ?» Amélie a joint les mains. La prochaine étape. J'ai baissé les yeux. Mon nom était tapé en lettres capitales et en gras. Mon estomac déjà endolori s'est noué. Des papiers de divorce,
a-t-elle dit simplement. Un silence épais et laid est tombé. Guillaume a fait un pas en avant. Tu es sérieuse? Elle a fait une promesse, a dit Amélie en inclinant le menton vers moi. Si elle ne venait pas au mariage de Jérôme, elle quitterait la famille. Alors, j'ai apporté les papiers pour l'aider à tenir sa parole. Le visage de Guillaume s'est crispé. Tu as fait quoi? Elle est venue à l'hôpital, ai-je dit tranquillement. 2 jours avant le mariage, elle a fait irruption dans ma chambre, m'a dit de m'habiller et de venir, sinon de sortir de ta vie. Il m'a regardé, horrifié. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que tu méritais de profiter du mariage, ai-je dit. Pas d'être coincé au milieu de son drame. Amélie a ricané. Drame? J'essayais de sauver ta réputation. Une femme qui ne se présente pas au mariage de son beau-frère, qui reste dans un lit d'hôpital avec un ordinateur portable et se dit trop malade. J'ai été hospitalisé pour un ulcère hémorragique, ai-je lancé. J'avais l'ordre du médecin de rester au lit. Tu étais assise, a-t-elle rétorqué, en train de taper comme si c'était un jour de congé. Si tu peux travailler, tu peux y assister. Ça s'appelle des priorités. La voix de Guillaume était basse, mais ferme. Tu as dépassé les bornes, maman. Je t'ai protégé, a-t-elle sifflé. Elle a fait de toi son serviteur. Tu plies son linge, tu cuisines ses repas. Qu'est-ce que tu obtiens en retour? Des regards fatigués et des formulaires d'impôts. Assez, a-t-il prévenu. Mais Amélie s'est penchée en avant, la voix acérée. Ce n'est pas une épouse. C'est une profiteuse. Tu as oublié qui tu étais avant elle. Non, ai-je dit en me levant malgré la douleur. Il a trouvé qui il était. J'ai pris l'enveloppe, en feuilletant le contenu avec des doigts tremblants. Tout était là. Chaque formulaire, chaque ligne, chaque espace pour la signature, préparé comme si elle s'attendait à finaliser cela comme une transaction immobilière. Je me suis tourné vers Guillaume. Tu veux que je prouve quelque chose, Maël? J'ai attrapé le stylo sur la table et j'ai signé. Ma signature s'est courbée au bas de la page comme une frontière tracée à l'encre indélébile. J'ai fait glisser les papiers vers l'avant. Voilà. J'ai signé. Maintenant, c'est à ton tour. Pas sur le papier. Avec des mots. Guillaume a cligné des yeux. Quoi? Tu n'as pas à signer, mais tu dois parler. Ici, maintenant. Pas la semaine prochaine. Pas après y avoir réfléchi. Amélie a croisé les bras, suffisante. Il n'a pas besoin de réfléchir. C'est mon fils. Guillaume a ouvert la bouche, mais elle a parlé plus vite. Je l'ai élevé. J'étais là pour chaque genou écorché, chaque fièvre tard dans la nuit. J'ai construit cet homme. Tu n'as fait qu'emménager et t'en attribuer le mérite. Tu penses que gagner plus d'argent signifie que tu peux dicter les règles? Je suis restée silencieuse. Guillaume aussi. Amélie a continué, tu es une sangsue. Tu ne cuisines pas. Tu ne fais pas le ménage. Tu travailles 80 heures par semaine et tu t'attends à ce qu'il rattrape le reste. Mon fils mérite une épouse, pas une colocataire avec un tableur. Je sentais Guillaume se tendre. Je me suis tourné vers lui. Je ne t'ai jamais demandé de choisir jusqu'à présent. Mais tu ne peux pas continuer à essayer de faire la paix entre deux personnes qui te déchirent. Il a fermé les yeux, sa respiration courte. Amélie s'est approchée. Chérie, ne fais pas ça. Tu sais que je ne veux que le meilleur pour toi. Guillaume a ouvert les yeux. Et si c'était elle, le meilleur? Amélie a tressailli. Tu ne réfléchis pas clairement. Si, a-t-il dit, pour la première fois. Elle avait l'air secouée. Sa voix tremblait maintenant. Elle t'a retourné contre ta propre mère. Guillaume m'a regardé, puis l'a regardé, et a dit fermement, non, tu as fait ça toute seule. Le visage d'Amélie s'est déformé par la rage. Elle s'est tournée vers moi et a lancé, tu lui as lavé le cerveau. Il te nourrit, nettoie pour toi, te sert comme un majordome, et toi, qu'est-ce que tu fais au juste? Tu restes les bras croisés et tu le laisses tout porter comme une reine qui se croit tout permis. Tu es un parasite. J'ai senti mon pouls se stabiliser. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai répondu sans broncher, non, Amélie. Il ne me nourrit pas. Je vous nourris tous les deux. Le silence qui a suivi mes paroles était épais et assourdissant.
La bouche d'Amélie s'est ouverte, mais rien n'en est sorti. Pour la première fois depuis que je l'avais rencontrée, elle était à court de mots. Ses yeux passaient de moi à Guillaume, cherchant une sorte de réfutation, un déni, une correction. Mais il n'a pas dit un mot parce qu'il savait que c'était vrai. Je n'avais pas besoin d'élaborer, mais je l'ai fait quand même. Calmement, clairement, pour qu'elle ne puisse jamais prétendre qu'elle n'avait pas compris. Guillaume a quitté son emploi avant que nous nous mariions. C'était son choix. Il détestait le train-train de l'entreprise, la pression, le stress. Alors, j'ai dit, laisse-moi m'occuper des finances, et tu construis la vie autour de nous. C'était notre accord. Elle clignait des yeux rapidement maintenant, comme si elle essayait de se réveiller de quelque chose. J'ai poursuivi, et depuis 3 ans, je paie le loyer. Les charges, les courses, les cadeaux dont tu te vantais auprès de tes amis, les chèques que tu pensais venir de lui. C'était moi, Amélie. Je t'ai budgétisé comme une autre dépense du ménage. La peau d'Amélie est devenue pâle. Mais il envoyait de l'argent tous les mois, a-t-elle dit, la voix tremblante, pour l'essence et mes charges de copropriété. Oui, parce que je lui ai donné une ligne dans notre budget intitulée Un maman. Guillaume a grincé des dents légèrement, mais n'a pas discuté. J'ai payé ta facture de chauffage l'hiver dernier. J'ai couvert ton découvert 2 fois cette année et le traiteur pour le dîner de répétition de Jérôme. Cette dépense est passée sur ma carte parce que ton fils m'a demandé de l'aide et je l'ai fait, discrètement. Amélie a baissé les yeux sur ses mains. Le silence qui a suivi était différent cette fois. Plus tendu, juste vaincu. Tu m'as fait passer pour un fardeau, ai-je dit. Un parasite. Mais tu as mangé à ma table pendant tout ce temps. Guillaume a finalement parlé. Sa voix était douce. J'allais te le dire. Je ne voulais juste pas t'embarrasser. Amélie ne nous regardait toujours pas. Ses épaules, toujours carrées comme une armure, s'affaissaient maintenant. Je ne savais pas, a-t-elle dit tranquillement. Je n'avais pas réalisé. C'était le but, ai-je dit. Je ne t'ai jamais demandé d'être reconnaissante. Juste d'être gentille. Elle fixait le sol. Pourquoi n'as-tu rien dit? J'ai incliné la tête. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? M'aurais-tu traité comme un membre de la famille si tu avais su que je payais tes factures? Son silence était une réponse suffisante. Guillaume s'est approché d'elle lentement. Maman, nous avons essayé. Mais ça ne peut plus continuer. Tu as fait en sorte que Maëlle se sente comme une invitée dans sa propre vie, et j'ai laissé faire. Ça s'arrête aujourd'hui. Elle a levé les yeux vers lui, les yeux brillants. Tu vas vraiment me couper les ponts? Je vais fixer des limites. Ce que tu en feras dépendra de toi. Il y a eu une longue pause, puis, comme si un interrupteur avait été actionné, la voix d'Amélie a changé, suppliante, fragile. Je suis désolée, a-t-elle dit, la voix brisée. Je n'avais pas réalisé que je vous faisais du mal à tous les deux. Je pensais que je vous protégeais. Je n'avais pas toute la situation en main. Je n'ai pas bougé. Elle s'est tournée vers moi. Maëlle, a-t-elle dit doucement. Tu as raison. J'ai dépassé les bornes. Je n'aurais pas dû aller à l'hôpital. Je n'aurais pas dû apporter ces papiers. C'est juste que... Je ne voulais pas perdre mon fils et je pensais que tu me l'enlevais. Je l'ai observé. La lèvre tremblante, la posture affaissée. Cela aurait pu paraître sincère si je n'avais pas entendu le même ton auparavant, juste après chaque limite qu'elle avait franchie, chaque fois qu'elle s'était fait prendre. Mais le problème n'était pas de savoir si elle était sincère. Le problème, c'est que je m'en fichais maintenant. J'apprécie les excuses, ai-je dit, mais je ne leur fais pas confiance. Maëlle, s'il te plaît. Je ne demande rien, Amélie. Toi, si. Tu as demandé le divorce, des ultimatums, et maintenant tu les as. Guillaume a hoché la tête lentement. Nous déménageons. Elle a tourné la tête brusquement vers lui. Quoi? Nous en parlions déjà, a-t-il dit. Maëlle a besoin de distance pour guérir. J'en ai besoin aussi. Nous avons trouvé un nouvel endroit. Le bail commence le mois prochain. Et je ne te donnerai pas notre nouvelle adresse, ai-je ajouté. Son visage s'est effondré. Tu ne peux pas être sérieuse. Si, ai-je dit. Elle s'est levée brusquement, if she might try to grab the papers, or throw something, or juste disappear.
But she didn't. She just looked around the room, taking in the reality. This wasn't her house. This wasn't her son's life. It was mine. Ours. And she had no power here anymore. Quand tu seras prête à nous traiter tous les deux avec respect, a dit Guillaume, tu pourras appeler. Jusque-là, c'est au revoir. Elle n'a rien dit, n'a pas pleuré, n'a pas crié, a juste à peine hoché la tête et s'est dirigée vers la porte. Elle s'est refermée doucement derrière elle. C'était la dernière fois qu'elle se tenait dans notre maison. Nous avons déménagé 3 semaines plus tard, dans un bel appartement de charme 2 arrondissements plus loin d'Amélie, plus près de mon bureau. Guillaume a trouvé un poste à temps partiel de responsable d'un jardin communautaire local. Il adorait ça. J'ai abandonné quelques comptes clients et j'ai commencé à quitter le travail à 18h au lieu de 21h. Nous avons appris à ralentir ensemble. Hélène est venue avec du vin et des collations le premier soir et a dit, « Alors, ça a finalement explosé, hein ?» Je n'appellerai pas ça une explosion, ai-je répondu. Plutôt une coupe chirurgicale. Pas de drame, pas de vengeance, juste une libération. Quant à Amélie, la rumeur a couru que ses autres fils avaient également pris leur distance. Il s'est avéré que la nouvelle épouse de Jérôme n'avait pas apprécié d'être blâmée pour ne pas avoir invité Amélie à leur lune de miel. Et quand elle a découvert qu'Amélie avait essayé de torpiller notre mariage le même week-end, elle a complètement cessé de répondre. Aux dernières nouvelles, Amélie vivait toujours seule dans ce trop grand appartement, envoyant des textos soigneusement formulés pendant les vacances. Guillaume répondait poliment, mais sans plus. Elle avait passé si longtemps à essayer de contrôler ses enfants qu'elle avait oublié comment simplement les aimer. Et l'amour, contrairement à la culpabilité, n'est pas une garantie.